Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo de Cynico. Aujourd'hui, pas de mise en contexte puisqu'on va parler de plusieurs films. Avec toutes les sorties que l'on a chaque année, difficile d'avoir réellement un vrai point de vue et de longues dissertations à développer sur 10 voire 20 minutes sur chacun d'entre eux. Ça n'en fait pas des mauvais films et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais voilà, on ne peut pas toujours avoir des choses ultra intéressantes à dire à chaque fois. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais réunir plusieurs critiques dans une seule et même vidéo afin de ne pas non plus vous inonder de contenu. Et ne vous inquiétez pas, si jamais il y a des films qui ne vous intéressent pas ou que vous voulez absolument voir et ne pas être spoilé, tout est chapitré, vous pouvez aller au moment de la vidéo qui vous intéresse. Sur ce, ne perdons pas de temps et commençons avec le premier film, Mercato. Dans le jour, si on n'a pas nos thunes, tu vas finir dans une cave, espèce de petit enculé. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Tous les sacrifices que j'ai pu faire pour ta gueule, ma femme, ma carrière. Tu te rends compte que tu penses qu'à l'argent ou pas? Je sais pas si c'est toi ou ton métier, mais tu me dégoûtes. Mercato de Tristan Seguela raconte l'histoire de Jamel Debbouze, qui est un agent sportif qui est un peu dans la tourmente. Il doit 300 000 € à des gens pas très recommandables et il a jusqu'à la fin du mercato pour trouver cet argent, sans quoi les choses pourraient très mal finir. Oh, et pour ceux qui n'y connaissent rien en foot, le mercato c'est cette période de l'année où les clubs s'échangent les joueurs contre des millions. Normalement, le monde du foot, c'est vraiment pas un univers qui m'intéresse. Je suis très peu l'actualité sportive, à part pour la Coupe du Monde, comme tout le monde. Mais malgré tout, le trailer m'avait titillé, notamment pour son ambiance un peu plus tendue, un peu plus thriller. Sans compter que ça signait le grand retour de Jamel Debbouze dans un rôle principal, que l'on n'avait pas revu depuis Le Jouet, qui était franchement pas terrible, et sinon à part ça, qui fait la voix de Timon dans Mufasa, mais ne parlons pas de Mufasa. Et en vrai, Mercato, c'est pas mal du tout. Comme je disais, Jamel doit trouver une certaine somme avant la fin du Mercato, et du coup, ça fait qu'on a toute cette notion de contre-la-montre en permanence tout le long du film. Il doit absolument trouver un contrat juteux pour avoir l'argent et rembourser ses dettes avant 8 jours. Et donc, on a vraiment en permanence cette notion de tension qui fait que l'on est pris par le rythme. Un rythme par le scénario, mais aussi un rythme par la narration, puisque les événements s'enchaînent assez bien et assez vite, ce qui fait qu'on n'a jamais vraiment le temps de s'ennuyer. À part peut-être, on va dire, le dernier quart qui est un peu plus lent, mais sinon, les films durent 2 heures et franchement, ça passe très bien. D'un point de vue technique, c'est assez propre, il n'y a pas grand-chose à dire. Le casting dans l'ensemble est plutôt bon. Jamel Debbouze porte le film littéralement sur ses bras. Vu qu'il est de tous les plans, il doit être à la hauteur et franchement, il l'est. Non, le maître mot du film, c'est vraiment l'efficacité et en ça, il le fait très bien. Et le film aurait pu se contenter justement d'être seulement un film tendu et efficace, mais même d'un point de vue de ses thématiques, je trouve qu'il est loin d'être stupide et superficiel. Ce qui est intéressant, c'est de voir que même moi, ne connaissant rien au monde du foot, j'ai pas été spécialement perdu par le film. Ça ne veut pas dire qu'il va expliquer absolument tout le vocabulaire comme The Big Short. Le but n'est pas de comprendre cet univers-là. On est plutôt dans l'esprit d'un Dr House, à savoir, on va vous balancer les termes médicaux dans le Dr House lorsqu'il déblatère sur les symptômes d'un patient. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Ce qui va être intéressant, ça va être l'interaction entre les personnages et ce que cela dit d'eux, pas vraiment le terme technique. Et le film ne se veut pas tant une critique du foot, ou en tout cas pas seulement du monde du foot. Et c'est ça que je trouve assez intéressant au final. Le foot va être simplement une métaphore de quelque chose de plus grand. C'est notamment assez clair dans la relation entre Jamel Debbouze et son fils. Fils qui est joué par Milo Machado Graner, si je me souviens bien de son nom, qui était le garçon dans Anatomie d'une chute et qui confirme qu'il est vraiment une des révélations à suivre d'ailleurs. Et autant j'ai eu un peu peur de cette relation au tout début du film parce que j'avais l'impression de voir quelqu'un qui se serait imaginé tous les clichés de la jeunesse d'aujourd'hui. Le fils est tellement écolo qu'il a donné son téléphone à son ami parce qu'il veut faire des économies d'écran, il est végétarien, il est anticapitaliste, ça parle de misogynie, etc., etc. Et je me demandais s'il y avait volonté de critiquer un peu cette jeunesse dans ses idées, un peu naïve, ou si au contraire on voulait les mettre en avant, mais c'était fait un peu de façon maladroite. Et en même temps, la relation qu'il a avec Jamel, donc son père, est assez belle. Il n'y a jamais vraiment de conflit sur ses idées. Il y a des petites piques, mais plus en mode blague. Il n'y a jamais de remise en question, forcément, du côté du gamin. Et du coup, cette relation qu'entretient Jamel avec son fils et d'autres jeunes qu'il y a dans le film, ça donne un peu cette notion de choc des générations. D'un côté, Jamel et les autres du monde du foot qui sont vraiment dans ce milieu ultra-capitaliste où ce qui importe, c'est l'argent et la célébrité. Et de l'autre, donc la plus jeune génération, qui est davantage dans l'intérêt pour l'avenir et aussi la notion de bonheur au moment présent. Et le dernier plan du film a volonté de ramener le foot à ce qu'il est à la base, à savoir un simple jeu. Donc le film tient un vrai discours, pas forcément ultra développé, ultra présent, mais malgré tout, ici en sous-texte, lui donnant suffisamment de profondeur et d'intérêt.
Donc oui, comme je disais, Mercato, c'est pas un grand film, c'est juste un film efficace qui vous fera passer une bonne séance. Et parfois, on n'en demande pas plus. En termes de petits défauts, je pourrais citer les méchants qui sont vraiment très méchants, et aussi l'acteur qui joue le client principal de Jamel. Alors, pas de problème d'acteur en soi, c'est juste que je ne crois à aucun moment qu'il est footballeur. Je trouve qu'il fait un peu trop vieux, et même en termes de conditions physiques, il fait pas si sportif que ça. Mais bon, des petits détails comme ça, Mercato, ça reste un film bon, efficace, je vous le conseille. Ok, alors pour le deuxième film, on va totalement changer de registre. Parlons de Daffy et Porky sauvent le monde. Je ne connais qu'une personne qui peut faire le job Daffy Duck. Moi Daffy? Un canard! Daffy, non! Deux cochons et un canard sauvent le monde. Daffy et Porky sauvent le monde. Finalement, je vous dis qu'on change complètement de genre, mais en vrai, on va retrouver un peu le même scénario. Daffy et Porky doivent trouver une certaine somme d'argent pour réparer leur maison, sans quoi ils risquent de la perdre. Ils trouvent finalement un job à l'usine de chewing-gum de la ville, mais découvrent qu'un alien a un plan machiavélique pour prendre le contrôle du monde. Quel bonheur de retrouver les Looney Tunes! Faut dire que ça fait un moment qu'on ne les a plus vus. Perso, j'avais l'habitude de regarder leurs cartoons quand j'étais plus jeune, ça a littéralement bercé mon enfance. Et au cinéma, on avait eu Space Jam, mais bon, film d'enfance, je l'aime bien, mais ça n'est pas d'une grande qualité non plus. Les Looney Tunes passent à l'action, j'ai plus beaucoup de souvenirs de ce film, mais il me semble que c'était pas terrible. Et Space Jam 2... Parlons pas de Space Jam 2. Et c'est sans compter Code vs Acme, projet terminé depuis belle lurette, que Warner a préféré foutre à la poubelle pour payer moins d'impôts. Donc du coup, un dessin animé, qui plus est d'animation en 2D des Looney Tunes, c'est une chance et un projet qu'il faut soutenir. D'autant plus qu'il y a eu très peu de marketing et que le film n'est pas si bien distribué. D'autant plus que le film est très bon, on retrouve vraiment l'esprit des Looney Tunes de l'époque, notamment en termes d'humour, cet humour ultra cartoon, un peu cruel aussi avec Daffy, des gags visuels, des gags de référence, des gags de jeux de mots, c'est très varié de ce point de vue-là. C'est varié également du point de vue de l'animation, qui va avoir différents styles selon les moments, et qui nous promet parfois des séquences vraiment très sympas. Parfois dans un seul plan, mais aussi parfois pour toute une séquence un peu plus psychédélique. Les gags et les péripéties s'enchaînent à toute vitesse, ça et le fait que le film dure 1h30, on ne s'ennuie jamais. C'est bourré d'idées, là comme ça je pense à le plan de l'alien, c'est de faire mâcher aux gens un certain chewing-gum pour prendre le contrôle de leur esprit. Et ce chewing-gum en fait c'est une espèce de petite bestiole, et lorsque Porky et Daffy cherchent à l'affronter, en fait cette bestiole va finir par grossir et avoir un aspect qui fait beaucoup penser, pour ceux qui connaissent, aux créatures dans Akira. Et du coup ça donne à ces créatures un aspect à la fois assez monstrueux, un peu drôle et très cool. Et là encore, le film aurait pu se contenter d'être un petit film très sympa sur les Looney Tunes, mais il est bien plus profond qu'il ne le laisse penser. Avec cette histoire de parfum de chewing-gum que tout le monde attend avec impatience, mais que l'une des employées de l'entreprise, qui se joindra à notre duo principal, dit qu'il ne s'agit que du même parfum, mais avec un autre nom, ça fait clairement une légère critique envers le Hollywood et sa notion de franchise. Elle essaye de créer un nouveau parfum original, les autres employés, eux, vont seulement se contenter de resservir la même chose encore et encore. Les artistes, les producteurs. Ça et d'autres thématiques que je ne peux pas développer parce que ça impliquerait de spoiler certains rebondissements, le film a quand même une jolie morale. En conclusion, Daffy et Porky, très bon film familial, très bon film de divertissement, très bon film pour les fans de Looney Tunes, franchement, foncez. Allez, troisième film et troisième genre encore une fois complètement différent, 5 septembre. Our job is to tell the stories of these individuals whose lives are at stake. It's not okay if we made it worse. Cameras off! It's a madhouse down here. They know the whole world is watching. If they shoot someone on live television, whose story is that? Is it ours or is it theirs? 5 septembre, c'est un huis clos qui va retracer les événements de Munich de 1972 des points de vue des journalistes de ABC qui étaient sur place, et au cours duquel s'est passée une prise d'otage des sportifs israéliens par des membres du groupe terroriste Septembre Noir. J'avoue que j'avais un peu peur du traitement qu'allait apporter le film, d'autant plus aujourd'hui où le conflit israélo-palestinien est vraiment sur toutes les lèvres. À partir du moment où tu décides de traiter de tels événements, tu peux être tenté d'avoir un point de vue, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre. Et pour le coup, le film a la très grande intelligence déjà de rester vraiment focus sur son sujet, à savoir les journalistes. J'en profite pour glisser que Spielberg a lui-même fait un film sur les attentats de 72, ou tout du moins sur une opération qui a lieu après. Franchement, regardez, c'est incroyable. Comme je le disais, ce film est un huis clos, ce qui fait qu'on va rester en permanence avec ces journalistes dans leur salle d'enregistrement.
On va vraiment voir les événements heure par heure à leur côté, voir leurs actions, mais surtout leurs réactions dans la façon de traiter l'information, de comment est-ce qu'ils vont le retranscrire à l'écran. Ça donne un thriller extrêmement tendu, extrêmement efficace. Perso, j'ai vraiment été pris par la narration. Mais en plus de cela, ça ajoute tout un discours passionnant sur le journalisme, sur son rapport à l'actualité, au sensationnalisme, à la course à l'audimat, etc. Et ce que j'aime personnellement avec des films à dissertation, c'est que ça va nous donner énormément de questions, quelques éléments de réponse, voire éventuellement une réponse, mais que ça laisse suffisamment de liberté au spectateur pour ensuite pouvoir débattre et réfléchir par lui-même. Et en ça, pour moi, 5 septembre, c'est exactement ce que c'est. Le film va lancer en permanence plein de petites pistes de réflexion. Et après, libre cours à nous de prendre ce qui nous intéresse et d'en faire ce qu'on veut. Pas seulement sur le journalisme en lui-même d'ailleurs, on a quelques petites réflexions aussi sur le racisme et la misogynie. Mais ça n'empêche pas le film d'avoir un point de vue, comme je disais. À mon sens, la fin est clairement à charge contre les journalistes. Et j'ai même envie de dire qu'on peut facilement faire un parallèle avec le journaliste plus moderne, et notamment certaines chaînes d'information continue. À aucun moment, les journalistes ne cachent leur envie de fournir des images qui vont marquer la rétine de leurs téléspectateurs. Quand bien même ils sont toujours sous couvert de cette notion de dire la vérité, montrer les faits, de parler d'actualité, il y a cette volonté, malgré tout, d'avoir une audience la plus large possible et de marquer les esprits. Et en même temps, ce que j'aime bien dans le film, c'est qu'il n'oublie pas de rendre hommage à toutes les petites mains qui participent à ces reportages. Tout le long, on va avoir des personnages tertiaires qui vont nous montrer l'envers du décor. Une caméraman qui va nous montrer comment on fait les bandeaux, celle qui était chargée de développer les bobines, on va nous montrer comment on faisait des ralentis sur des images à l'époque. Vraiment, c'était super intéressant. 5 septembre, c'est vraiment un thriller d'une redoutable efficacité, doublé d'une réflexion absolument passionnante sur le journalisme. En vrai, ça pourrait prétendre à être dans le top de l'année. Pas forcément tout en haut, et on est de toute façon très tôt dans l'année pour pouvoir dire ça, mais malgré tout, il pourrait s'y faire une jolie place. Bon, passons au dernier film de la vidéo. Il va y avoir des choses à dire. The Monkey. Everybody dies. And that's life. It's a goddamn mess in there. Have you been up there? It's like that restaurant. Spaghetti City. Everything okay up there? Yeah, everything's fine. The Monkey d'Osgood Perkins avec Theo James raconte l'histoire de frères jumeaux qui, dans leur enfance, ont trouvé un petit jouet en forme de singe qui joue du tambour et qui a la petite particularité, lorsqu'on remonte sa clé, de tuer des gens dans des accidents assez sanguinolents. Plusieurs années après, pensant s'en être débarrassé, le singe est de retour et les morts s'accumulent. Avant de parler de The Monkey, je pense qu'il faut qu'on parle d'Osgood Perkins. Osgood Perkins est un réalisateur que j'ai découvert l'année dernière avec son film Longlegs. Longlegs qui avait créé une très grosse attente chez moi, notamment grâce à son marketing qui était assez irréprochable. Ça jouait beaucoup sur le mystère avec des trailers assez cryptiques et en même temps assez malaisants. Il y avait aussi le fait qu'on ne connaissait pas réellement l'histoire. On savait qu'il y avait Nicolas Cage, mais on ne savait pas dans quel rôle, jusqu'à qu'on apprenne qu'il jouait le tueur. Mais même là, à ce moment, on cachait son visage pour vraiment garder, encore une fois, cette aura de mystère tout autour du projet. Et du coup, ouais, Longlegs, c'était vraiment une de mes très grosses attentes de 2024. Et ça a été ma plus grosse déception de 2024, à tel point qu'il a fini dans le flop. L'un des gros problèmes de Longlegs, c'est qu'il ne respectait pas ses promesses, notamment en termes de révélation des mystères. Je parlais de Nicolas Cage, mais la révélation de son visage bourré de prothèses, par exemple, était assez déceptif. Ça et le fait que, apparemment, la seule directive d'Osgood Perkins avait été « soit bizarre », bah, ça en fait un personnage plus ridicule que réellement effrayant. Ça et énormément de points de scénario. Je pense à un certain code qui était montré dans les trailers qui faisait beaucoup penser à ce que laissait le tueur du Zodiac sur ses scènes de crime. Bah, on donne littéralement à la protagoniste ce code en lui disant « déchiffre-le ». Elle regarde 5 minutes, prend un bouquin, un stylo, trace 3 traits. « Ok, c'est bon, je l'ai résolu. » D'accord. Elle va voir son chef. Le chef lui pose la question que tout spectateur se pose, à savoir comment vous avez décrypté le code. Et là, c'est comme si le directeur te disait « ta gueule, c'est magique ». Et c'est tout le temps comme ça. Vraiment, Longlegs, c'est un film qui se croit extrêmement malin, extrêmement intelligent. Vraiment, le film te hurle en permanence son intelligence, alors qu'il a un scénario d'une connerie. C'est bourré de trous, d'incohérences, de non-sens. Vraiment, j'arrêtais pas de passer tout le long du film à ne voir que ça. Et ça fait que je ne plonge jamais dans cette mythologie qui n'a juste pas de sens. Vraiment, je pourrais passer toute une vidéo à juste relater les incohérences de scénario, mais je pense que ça prendrait 40 minutes et on n'est pas là pour ça. Alors oui, on va me sortir que c'est très bien filmé, et oui, ça je suis obligé de le reconnaître,
c'est très beau, en termes de plan, en termes de lumière, c'est absolument magnifique. Mais bon, la technique, ça fait pas tout non plus. Et même là, j'ai davantage l'impression de voir Perkins me sortir le manuel de l'Elevated Horror pour les nuls qu'une véritable intention de metteur en scène. L'Elevated Horror, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un nom qu'on a donné à un certain type de film pour les discerner de l'horreur lambda, aka les Blumhouse par exemple, mais c'est surtout un truc de marketeur, ça ne veut strictement rien dire. Mais si vous voulez un bon exemple d'Elevated Horror, regardez les Ari Aster par exemple, Hérédité ou Midsommar. Donc, dire que j'attendais pas vraiment son prochain film, c'est un euphémisme. Malgré tout, la bande-annonce de The Monkey avait su piquer ma curiosité pour deux raisons. La première, c'était pour ses morts qui promettaient d'être un minimum rigolotes et qui me rappelaient Destination Finale, mais aussi pour son côté plus fun. J'avais l'impression que Perkins allait moins se prendre au sérieux et donc moins me vanter ses talents de réalisateur qu'il pense avoir. Mais bon, pari encore perdu parce que j'ai passé un très mauvais moment devant The Monkey. On va commencer par la qualité du film qui était déjà présent dans Longlegs. C'est quand même bien réalisé. Oui, il y a du travail sur les cadres, oui, la lumière est jolie, blablabla, blablabla. C'est bon, on connaît. Mais on en retrouve aussi les pires défauts, notamment de scénario et de narration. Et pourtant sur une histoire qui est encore plus basique que celle de Longlegs. Le truc tout con, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment fonctionne le singe? Non, parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'il suffisait de remonter la clé pour que quelqu'un meure dans un accident. Mais même ça, c'est pas respecté. À plusieurs moments, le singe va s'activer tout seul. C'est fou que ta règle la plus basique de scénario ne soit même pas appliquée. Et même sur la question des victimes, il n'y a aucune logique. On a l'air de mettre en place qu'il y a une notion de géographie, voire même de notion de proximité affective avec la personne. Et pourtant, dans une grande partie du film, ça va être des innocents complètement pris au hasard qui vont mourir. Et parfois même à plusieurs dizaines de kilomètres. Vraiment, ça n'a aucun sens. Et j'aborde même pas la dernière partie du film pour ne pas spoiler, mais ça part dans le porte-nawak. Donc d'un point de vue scénario, c'est déjà bancal, mais d'un point de vue de la narration, c'est pas mieux en vrai. Pendant toute une partie du film, on va être en permanence du point de vue d'un seul des jumeaux, que ce soit durant la période de l'enfance et sa période adulte. Et d'un seul coup, le film va totalement switcher et aller vers d'autres points de vue, et tu te demandes juste pourquoi ces personnages-là. Alors quand c'est son autre frère, on le comprend, parce qu'évidemment, ils sont concernés tous les deux, mais il y a une histoire avec un personnage incapable de me rappeler son prénom, juste souvenez-vous qu'il y a des longs cheveux, qui est absolument imblairable, et vraiment je ne sais pas pourquoi il est là dans la narration, je ne comprends pas. Je parle du gars chevelu, mais en vrai tous les personnages du film sont détestables. C'est ahurissant de voir à quel point Perkins a la capacité d'écrire des personnages dont je me contrefous royalement. On sent qu'il y a une volonté de leur apporter un côté plus cringe pour apporter justement ce côté décalé, plus humoristique, plus caustique par rapport à Longlegs, mais ça marche juste pas. Ils sont juste cringe pour être cringe. Ils sont pas drôles, ils sont juste bizarres et agaçants. Et même ce ton plus humour noir que normalement j'aime, il ne le respecte pas tout du long. Il y a des séquences qui vont vouloir être extrêmement premier degré. On sent toujours cette envie de Perkins d'être un peu dans le côté démonstratif et pédant. Ce qui fait qu'au final, je ne trouve pas le film si drôle, ça ne m'a pas empêché de pouffer à certains moments, mais globalement, surtout, je m'ennuie terriblement. Et c'est pas les morts un des grands arguments du film qui va vraiment changer ça. Déjà parce qu'elles ne sont pas si inventives pour la plupart, mais surtout, en réalité, elles sont très brèves. Dans la construction de sa mise en scène, vraiment Perkins ne va pas aller chercher très loin. Chaque fois qu'on est sur une des morts, l'objet qui va être la cause de la mort va être montré en gros plan et va être utilisé dans les 30 secondes qui suivent, donc de toute façon, il n'y a aucune tension. On perd ce jeu avec les spectateurs comme dans la saga Destination Finale où on se demandait en permanence d'où la menace allait venir. Il n'y a pas vraiment de tension, il n'y a pas vraiment d'enjeu, c'est pas aussi fun que ça se croit être. Vraiment, The Monkey rate complètement le coche. Pour moi, ça confirme juste qu'Osgood Perkins est une des plus grosses fraudes qu'on ait eues récemment, c'est bon. J'ai donné avec Longlegs, j'ai donné avec The Monkey, basta. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres critiques. Normalement, j'ai un sujet en tête pour une grosse vidéo, j'espère que je vais pouvoir la tourner très bientôt. Pour m'aider à me faire connaître, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces films. N'oubliez pas d'être curieux, allez au cinéma, regardez des films. Bye!